La consultation de chirurgie, on a un questionnaire assez complet qui regroupe à peu près 70 items. On l'a mis sur Internet, sur le site Internet, pour que des patients puissent directement remplir ce questionnaire et contacter le secrétariat directement et avoir une consultation dans des délais raisonnables. Je rappelle que malgré la demande importante, on a quasiment la totalité de nos patients qui sont vus dans le mois qui suit la demande. Donc on va reparler des antécédents personnels, familiaux, des tentatives diététiques jusqu'à présent, notamment celles qui sont médicalisées et spécialisées, c'est celles qui sont prises en compte par la sécurité sociale, par la haute autorité de santé. Le mode alimentaire, grignoteur ou hyperphage. Hyperphage, c'est bon mangeur au repas. L'analyse de la motivation, personnelle, extérieure, importante, aléatoire. L'examen clinique qui est ciblé sur, bien sûr, les points principaux, l'état veineux, l'état dentaire, le périmètre abdominal, la recherche d'éventration et les mensurations. Et puis, au terme de tout cela, on peut déjà faire une synthèse et dire si le patient va pouvoir relever de la chirurgie ou pas, d'emblée ou plus tard, ou pas du tout. Et même lancer un projet thérapeutique qui peut être de rentrer directement dans un circuit de bilan en vue d'une intervention, en passant par la réunion de concertation, ou si une phase diététique et nutritionnelle préalable sera requise. Ensuite, la consultation comporte des informations sur les différentes techniques, l'anneau, la sleeve, le bypass, parce qu'on va parler que des techniques usuelles, et non des techniques extrêmes ou américaines ou autres, ou endoscopiques. Et puis ensuite, ça peut être aussi le travail en relation avec le secrétariat d'organiser le bilan, la nutrition, les différentes étapes médicales ou administratives. J'ai mis quand même pour rappel les 3 interventions, même si c'est pas un exposé chirurgical aujourd'hui. Anneau, sleeve, bypass. On fait surtout de l'anneau et du bypass. Vous verrez pourquoi. On fait moins de sleeve. On a beaucoup de moins de satisfaction avec la sleeve chez nous. L'anneau, on en fait pas mal parce que c'est une technique simple et même simplissime. Maintenant, depuis cette année, on fait des anneaux même en ambulatoire sur la journée. L'opération dure quelques minutes. Le risque est faible, voire nul chez les patients qui n'ont pas un gros facteur de risque anesthésique, c'est-à-dire 200 kg cardiaque ou plus de 60 ans, 65 ans. Dans une équipe rodée, telle que la nôtre, avec un environnement d'anesthésistes ultra entraînés, le risque, on peut le considérer comme nul pour un anneau, en tout cas du niveau de l'aléa de quelqu'un qui va se faire opérer de n'importe quoi d'autre, de varices ou d'autres choses. Sauf chez les patients extrêmes, je le répète bien sûr. Et c'est rapide aussi bien pour les durées d'opération que pour les durées d'hospitalisation. Les patients sortent le lendemain la plupart du temps. Alors la sleeve, qui est l'opération qui consiste à retirer une grande partie de l'estomac et à ne laisser qu'un tube, a l'inconvénient d'être irréversible. Mais franchement, s'il n'y avait que cet inconvénient-là, c'est un inconvénient pour le patient psychologiquement, mais ça n'a pas forcément d'incidence d'avoir moins d'estomac. Ce qui nous embête plus, c'est les fistules, c'est-à-dire les fuites, parce qu'elles sont très compliquées à gérer dans la sleeve. Et d'ailleurs, on en a beaucoup en deuxième main parce qu'il faut vraiment des centres spécialisés avec une réanimation, avec de l'endoscopie interventionnelle telle qu'on a à Saint-André. Et tarissement difficile de ces fuites à cause de la présence du pylore à la sortie de l'estomac qui maintient un régime de haute pression dans l'estomac restant et qui donc n'est pas propice au tarissement des fuites. Et puis les échecs, puisque encore actuellement, il y a un patient sur 4 qui, après une sleeve, aura une autre opération parce qu'il n'a pas assez maigri. Donc nous préférons pour les patients grignoteurs passer directement au bypass. Il y a 2 formes de bypass. Le bypass classique avec montage anti-reflux qui nécessite 2 sutures et le bypass en oméga qu'on appelle aussi mini bypass, on préfère dire en oméga. Donc là on fait un tube avec l'estomac mais en gardant le restant de l'estomac. Donc l'opération est restrictive, on mange moins, on est plus vite rassasié, comme les 2 précédentes. Mais en plus, on fait un court-circuit de l'intestin qui fait qu'on ne va pas absorber tout ce qui passe. Il y a toute une partie qui ne va pas être assimilée de nutriments. Toute la partie qui est ici en amont, elle n'est pas dans le circuit en plus clair. Et qui plus est, toute la partie qui est en vert ici, toute la partie en tout cas qui est en amont ne reçoit pas l'action de la bile pour digérer les graisses. Alors, par contre, il ne faut pas être fumeur, parce que ça donne des ulcères. Pas à 100%, mais ça donne beaucoup d'ulcères.
Alors l'ulcère, on le traite médicalement, mais des fois c'est une perforation ou une hémorragie, et ça peut être nécessiter une opération dans un contexte dramatique ou d'urgence extrême. Pour les grignoteurs, donc ça marche mieux que l'anneau. On préfère faire ça à des gens qui ont un poids élevé qu'un IMC à 35 avec juste le foie un petit peu gras. Ça demande bien sûr, cette carence qu'on va créer nécessite une supplémentation à vie en fer surtout et en oligo-éléments, mais aussi en vitamines. Les vitamines liposolubles, comme la vitamine D pour les os, la vitamine A pour les yeux et pour l'immunité, mais aussi toutes les vitamines du groupe B qui ne sont pas liposolubles, mais qui sont quand même sérieusement altérées, B1, B6, B12, B9. Ça peut donner des anémies, ça peut donner surtout des symptômes neurologiques chez un patient qui ne ferait pas son suivi et qui se laisserait carencer, se retrouverait un petit peu comme un marin du XVIIIe siècle dans les longs courriers, qui mourrait du scorbut, du beriberi et de toutes ces anciennes maladies qui réapparaissent chez des patients qui ne font pas ce qu'il faut, ou qui n'ont entendu que ce qu'ils voulaient. Alors, on revient sur le circuit. Simplement en partant en haut à droite, les patients appellent mon secrétariat, directement ou par le mail, ils peuvent envoyer un mail. S'ils sont dans les clous concernant l'index de masse corporelle, ils sont vus directement en chirurgie. S'ils sont en IMC insuffisant, il y aura une prise en charge nutritionnelle qui peut redevenir chirurgicale si en cas d'IMC entre 35 et 40, il y a un diabète, une stéatose à l'échographie ou une apnée du sommeil. À ce moment-là, le patient passe en circuit nutrition. Il fait ses 6 mois obligatoires de phase nutritionnelle et par le biais de la réunion de concertation, il peut revenir sur la chirurgie au niveau du bilan. Pour les patients qui sont dans les clous, à la fois pour l'IMC et pour les tentatives diététiques médicalement bien conduites, exclusivement, c'est-à-dire diabétologue, endocrinologue, nutritionniste, médecin généraliste spécialisé en nutrition et personne d'autre, eh bien, si ces 2 conditions sont remplies, on peut passer au bilan directement. Et à la suite du bilan, qui se fait en courte hospitalisation, on va le voir, on a une RCP décisionnelle, on va confirmer l'opérabilité du patient, ce qui est rarement le problème. On a peu de patients qui soient inopérables, trop cardiaques ou trop avec une vertèbre cervicale instable, ou on peut avoir des contre-indications psychiatriques, des contre-indications liées au comportement aussi du patient. Et puis, deuxièmement, proposer le type de technique, ou un choix entre plusieurs techniques, puisque quand même, comme chaque technique a ses contraintes et ses risques, le risque est plus grand pour un bypass, plus faible pour un anneau. Il y a plus de contraintes sur les vitamines avec un bypass, plus de contraintes sur l'alimentation avec un anneau. Donc le patient a son mot à dire, à condition que ça ne soit pas des bêtises entendues et répétées venant d'Internet, sur des sites où les gens disent j'ai un anneau, je vomis tous les jours, ou des choses de ce genre-là. Pour parler que de choses encore qui tiennent debout, parce qu'il y a pire. Donc évidemment, le patient va avoir son mot à dire, mais si ça nous paraît déraisonnable, le patient qui vient en disant moi je suis un terrain X mais je m'en fiche, ça passe ou ça casse, c'est pas ça passe ou ça casse. Tout le monde doit passer, personne ne doit casser. Je dis ça parce que j'ai vu dans une émission avec mon collègue d'Angers, Becquarn, que je connais bien, qui disait bon, il y a une chance sur deux, il n'y a pas un chirurgien qui opère de nos jours, ou alors il a un assureur, et puis un manque d'éthique surtout assez phénoménal. Et au terme de ça, il peut rester des contre-indications à la chirurgie, temporaires ou définitives. Ça peut être un avis psy qu'on n'a pas récupéré, ou des éléments de comportement qui nous ont paru bizarres et qui nécessitent un peu de recul sur les événements, ou alors on passe à la chirurgie. Le bilan préopératoire, je vais peut-être passer assez rapidement parce que ça vous l'avez sur le site internet. Et tout le monde sait que maintenant, on va vérifier le cœur, les poumons, on en a déjà parlé un petit peu. La fibroscopie, c'est incontournable. Ça permet aussi de dépister les hernies hiatales, qui peuvent être gênantes. Systématiquement, les patients sont vus par notre endocrinologue, diabétologue. Le bilan biologique, endocrinien et nutritionnel et vitaminique, maintenant, depuis 2009. L'évaluation psychologique, la consultation d'anesthésie, l'échographie. Et puis, au cas par cas, problème neuro, problème V2, on va demander des compléments d'avis spécialisés si besoin. Donc on fait, comme il se doit, des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires, comme ça se fait en cancérologie, avec chimiothérapeute, chirurgien, radiothérapeute, radiologue, anatomopathologiste. Nous, c'est
chirurgien, nutritionniste, endocrinologue, etc. Donc, chirurgie indiquée, contre-indiquée, on l'a déjà vu, report de la chirurgie ou évaluation et prise en charge.